Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on découvre le plus grand site de stockage de déchets nucléaires au monde. Allez, c'est parti! Nous sommes donc sur le site de stockage de colis de déchets nucléaires de faible et moyenne activité à vie courte de l'Aube. C'est un site qui est géré par l'Andra et je suis avec Elvina Blot qui est responsable d'exploitation des sites industriels de l'Andra dans l'Aube. Merci de nous accueillir ici. Le site là, il est présent depuis combien d'années? Quelle est son activité exactement? La création de ce site, c'est 92. Les colis déchets sont orientés sur ce site industriel depuis 1992. Et donc, effectivement, on reçoit des colis de déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc, vous allez pouvoir suivre les expéditions reçues sur ce site de la livraison jusqu'au stockage. Les colis proviennent de quel type d'installation? C'est majoritairement des centrales électronucléaires, je suppose? Donc les principaux producteurs de colis déchets, c'est les centrales nucléaires, les sites nucléaires du CEA, d'Orano, de toute la chaîne de production de l'énergie via le nucléaire. On est sur quelle surface occupée et à quelle quantité de déchets qui est stocké actuellement? Et jusqu'à quelle quantité de déchets on peut aller ici? Donc là, on est sur un site industriel qui a une surface de stockage de 30 hectares et qui permet de stocker 1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs. Il est dimensionné par rapport à quel... Il y a un inventaire, c'est ça? Comme un peu sur le site de Cigéo. Et ça correspond à quoi? Toutes les centrales actuellement en exploitation ou celles qui seront construites plus tard? Les sites industriels ont été créés en fonction d'un inventaire national qui est revu tous les 3 ans et réactualisé. Donc il est fonction finalement de l'inventaire qui a été généré finalement dans les années 90. Actuellement, sur ce site, on a plus de 30% de remplissage sur le site du CSA. On était sur un remplissage un peu plus dynamique au démarrage du site. Il y a eu la création du CIRES en 2003 qui a permis d'orienter les déchets de très faible activité à vie courte sur un autre site industriel qui se trouve à 2 km vol d'oiseau de ce site et qui a permis d'augmenter la capacité en termes de temps de prise en charge des colis de déchets sur le site de FMA vie courte. Donc là, typiquement, on voit un chargement de déchets qui vient d'arriver d'une centrale nucléaire, c'est ça? C'est ça, d'une centrale nucléaire ou d'un site nucléaire. Il vient livrer des colis de déchets radioactifs. Donc, il a eu un premier contrôle au poste de garde par le groupe local de surveillance pour s'assurer qu'il était bien prévu. Et puis, là, il va se stationner pour réaliser les premiers contrôles radioactifs, les premiers contrôles visuels sur les colis de déchets radioactifs. Le camion vient d'arriver, mais avant de pouvoir être déchargé, contrôlé, il y a des vérifications à faire dans ce bureau, c'est ça? On peut y entrer? Donc on peut rentrer pour... On va voir ce que vous y faites exactement. Donc là, on est dans le bureau réception, dans lequel finalement tout un tas de vérifications est réalisé sur le document de transport. Donc il y a différents postes finalement pour contrôler que l'expédition est bien prévue, que le dossier de transport est bien complet et que le producteur a bien déclaré l'expédition telle que demandée. Donc voici un exemple finalement de document de transport sur lequel l'ensemble des caractéristiques des colis sont renseignées. Et puis donc on vérifie que celui-ci est bien complet avant de prendre en charge les colis de déchets radioactifs. Donc là on voit un opérateur de contrôle qui vient de s'approcher du camion. Qu'est-ce qu'il va réaliser comme opération exactement? Donc là, l'agent de contrôle, l'agent d'exploitation va réaliser un certain nombre de contrôles d'irradiation autour du véhicule de transport et puis il contrôlera l'intérieur du véhicule de transport où se trouvent les colis de déchets radioactifs, donc en termes d'irradiation et d'activité surfacique. Donc comment il réalise cette opération là? Qu'est-ce qu'il a dans la main là? Donc là, il dispose d'un radiamètre pour contrôler
ce qu'on appelle le débit d'équivalent de dose et qui permet de mesurer l'irradiation du transport. Ce contrôle, il va le faire sur le transport et à l'intérieur, au contact des colis. Ok, c'est assez long comme opération. Ça dure combien de temps à peu près? C'est, on va dire, une quinzaine de minutes. Mais tout dépend finalement sur le transport et puis tout dépend du nombre de colis qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, les contrôles sur le transport sont réalisés. Et puis Loïc va contrôler l'intérieur du transport où se trouvent les colis de déchets radioactifs. Donc là, vous êtes en présence de coques béton. Donc là, ouais, comme on a dit, c'est déjà conditionné pour être stocké tel quel. C'est ça. Ces colis sont destinés directement au stockage. Ils ne passent pas par un atelier de conditionnement. Il n'y a pas de traitement complémentaire à réaliser sur ce type de colis. Donc là, Loïc il met des surbottes pour faire le saut de zone, faire en sorte qu'il garde ses chaussures propres. Donc il va contrôler l'activité surfacique du colis et puis le débit de dose avec son radiamètre. Ces équipements-là, ces gants, ces surchaussures, seront considérés comme des déchets de faible activité, c'est ça après? Les surbottes, ouais. Ok. Elles vont être conditionnées en colis de déchets radioactifs. Donc la contrôle du débit de dose. Et puis là, vous voyez un gabarit pour le contrôle de l'activité surfacique. Donc la contamination sur le colis. Donc on parle de contamination labile ou fixée. Labile, c'est quand on remet en suspension des matières, des poussières. Et fixée, c'est la contamination qui est ancrée dans la matière. On se trouve dans une des lignes d'ouvrage de stockage. Donc c'est finalement des bâtiments en béton qui vont contenir des déchets nucléaires et le camion vient de se positionner ici. Qu'est-ce qui va se passer avec les colis qui contiennent? Donc ici, vous assistez finalement au stationnement du transport à l'intérieur de l'ouvrage de stockage qui se trouve en amont de l'ouvrage en exploitation. L'ouvrage en exploitation, c'est derrière le voile en béton que vous voyez ici. Donc là, stationnement du véhicule, ouverture des portes, débâchage du véhicule. Là, les colis de déchets se trouvent à l'abri des intempéries et le pontier qui va se trouver dans la cabine qui se trouve au-dessus du transport va pouvoir aller chercher les colis, manutentionner les colis et les entrer dans l'ouvrage de stockage qu'on va voir plus tard. Là, le chauffeur, il est habilité à passer la ligne verte? Il dispose d'un dosimètre, il a mis des surbottes. Bon, nous, on n'a pas de surbottes. Là, je vois pas, il y a quelqu'un dans la grue qui va opérer la... Oui, Nolan qui se trouve ici, c'est l'agent d'exploitation. Il est pontier également. Il va, une fois qu'il sera assuré que le camion est bien stationné, il va monter à l'intérieur de sa cabine pour aller manutentionner les colis. Et donc là, on se trouve dans la cabine on l'appelle la cabine déportée. Ça permet à Nolan de stocker des colis afin de limiter l'irradiation du pontier. Donc il utilise des caméras pour positionner son outil sur les colis et amener son colis à l'intérieur de l'ouvrage de stockage. Donc là, finalement, sur les moniteurs, vous voyez sur les écrans, vous voyez l'outil se positionner sur le colis. Il n'y a pas de crochet sur les colis, on voit c'est une pince finalement qui va agripper. Voilà, donc il y a différentes typologies de colis. Là, on se trouve sur des coques de type C1 avec un outil de manutention type tripode qui se positionne sur le colis. Il y a une gorge de préhension
qui permet à des doigts finalement de se positionner à l'intérieur de la gorge, verrouiller la prise de l'outil sur le colis. Et Nolan, donc, il vérifie tous ces éléments-là. Il a différents voyants qui indiquent que la prise est bien réalisée. Il va réaliser également un contrôle de bonne préhension sur le colis en levant de quelques centimètres le colis, en assurant la rotation du colis, vérifiant que l'ensemble des doigts sont bien en prise. On a un gyrophare qui s'allume pour assurer la bonne prise du colis. Et une fois que tous les contrôles sont réalisés, il va pouvoir lancer l'opération de manutention du colis dans l'ouvrage de stockage. Donc là, au niveau des contrôles qui sont réalisés, il y a un contrôle code-barre. Donc tous les colis sont équipés d'un numéro et d'une étiquette code-barre qui permet d'identifier le colis. Donc là, il va y avoir une lecture du code-barre qui va être réalisée pour s'assurer que l'ensemble des étapes en amont du stockage ont été validées et que le colis respecte bien l'ensemble des caractéristiques d'un colis de déchets radioactifs pouvant être stocké dans un ouvrage gravillonné. Donc là, vous avez une vue de l'intérieur de l'ouvrage où vous voyez les colis qui sont empilés les uns sur les autres. Donc on est sur un ouvrage de stockage de type gravillonné. À la fin, une fois que l'ensemble des colis seront positionnés à l'intérieur de l'ouvrage, un gravillon sera déversé pour combler les vides de l'ouvrage. Donc au niveau des positionnements, vous voyez différents types de colis, des colis cylindriques, des colis cubiques. Il faut s'imaginer différents moyens de préhension pour chacune des typologies de colis. Et puis une cartographie particulière dans l'ouvrage de stockage par rapport à la géométrie des colis pour limiter finalement les vides à l'intérieur de l'ouvrage et faire en sorte qu'on optimise le volume de stockage de l'ouvrage. Et puis par rapport aussi à des caractéristiques au niveau irradiation et limiter l'irradiation autour de l'ouvrage de stockage. Ça répond à un plan défini qui potentiellement peut évoluer en fonction de modifications, de planification de livraison. Mais en tout cas, il y a une étude amont qui est faite sur la cartographie dans le but de positionner les colis en fonction de ce que je vous ai dit en termes de contraintes d'irradiation, de contraintes géométrie, d'optimisation des volumes de stockage. Ici, on se trouve dans un ouvrage gravillonné qui permet de réceptionner des colis de typologie béton, coque béton, caisson cubique bétonné. Et puis, on dispose également d'autres typologies de colis de type emballage métallique, donc fût 200 litres, caisson métallique à injecter. Ok, donc là, le pont vient de se positionner pour récupérer le dernier colis. Voilà, c'est ça. Et donc là, il faut qu'il débâche de l'autre côté. Ok. Et ici, dans ce centre-là, il y a uniquement des déchets donc, de moyenne et faible activité à vie courte. Quand on parle de vie courte, c'est quelle échelle de temps ? Donc là, l'échelle de temps, elle est basée sur la période de vie radioactive du césium 137 de 30 ans. On considère qu'au bout de 10 périodes radioactives, la radioactivité aura complètement décru. Donc 10 fois 30, 300 ans. Donc ce site radioactif est conçu pour une surveillance sur 300 ans. Donc là, la zone de stockage qu'on voit derrière, elle va être recouverte. Et ensuite, elle restera ainsi pendant au moins donc 300 ans. Et à l'issue de ces 300 ans, la radioactivité, elle en sera où ? Est-ce que elle sera revenue à des niveaux acceptables pour la santé humaine ? Au bout de 10 périodes radioactives, on considère que la radioactivité aura décru et qu'on atteindra des seuils proches du conventionnel. Ok. Et donc ça, si j'ai bien compris, c'est au bout de 300 ans qu'on aura atteint ce voilà. niveau. Ok.
Et donc à l'issue de ces 300 ans, il n'y aura pas de risque pour la santé humaine si une civilisation future se met à percer ici les alvéoles en béton. Voilà. Ben, notre travail consiste finalement à anticiper tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque au bout de 300 ans de surveillance. On va rentrer dans la salle de contrôle du bâtiment où sont conditionnés les déchets qui ne sont pas encore compactés, parce qu'il y a des déchets qui sont livrés par les producteurs qui sont encore denses, hein, c'est ça, on peut les réduire leur taille, et c'est ici que vous pilotez l'opération, c'est ça? Voilà, c'est la salle de conduite qu'on appelle centralisée, qui est de l'atelier de conditionnement des déchets. Donc effectivement, certains colis de déchets arrivent avec des déchets non bloqués par une matrice cimentaire. L'objectif finalement c'est de les conditionner, de bloquer les déchets dans cette matrice cimentaire. Donc dans l'atelier de conditionnement des déchets, on a deux procédés qui permettent cela. La presse à compacter, le procédé de compactage qui permet de compacter des fûts de 100 litres, les insérer dans un fût plus grand et ensuite injecter un coulis cimentaire pour bloquer les galettes de fûts de 100 litres. Et puis un procédé d'injection de caissons 5 et 10 mètres cubes. Ces colis-là contiennent des déchets métalliques, des déchets, des filtres de ventilation, des déchets en vrac. Et donc notre procédé nous permet d'injecter également un mortier à l'intérieur de ces caissons et de bloquer les déchets en amont du stockage. Là, on voit des fûts de différentes couleurs. Il y a des fûts bleus, des fûts jaunes. C'est un code couleur, ça correspond à un type de déchet particulier. Un fournisseur de fûts, mais pour autant, il n'y a il n'y a pas de correspondance par rapport au contenu du colis. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver typiquement dedans? Il y a vraiment un type de déchet typique? C'est des déchets, principalement des déchets technologiques, des tenues qui sont utilisés en milieu nucléaire, mais il peut y avoir aussi des petits déchets compactables qui sont générés dans les installations nucléaires, comme un petit peu de boulonnerie ou un petit peu de gravat, mais principalement des déchets technologiques facilement compactables. Ok. Et là, dans cette salle de contrôle, là, donc on voit quelques opérateurs. Quel est leur rôle ici? Est-ce qu'ils pilotent ou est-ce que tout est automatisé? Donc il y a pas mal d'opérations qui sont automatisées, mais pour autant tout n'est pas automatisé et ils sont en capacité de revenir en mode de fonctionnement manuel quand c'est nécessaire. Le procédé de compactage est un procédé essentiellement automatisé avec tout un tas d'IHN à surveiller pour suivre l'ensemble des étapes. Les IHN, qu'est-ce que ça signifie? Les interfaces aux machines. Et puis donc la mission de Nicolas et de Damien, responsables salle de conduite centralisée, pilote du procédé de compactage, c'est de suivre que l'ensemble d'étapes se déroule correctement. Il y a également tout un tas toute une surveillance qui est animée dans cette salle de conduite centralisée qui permet de suivre que les systèmes fonctionnent correctement avec un bandeau d'alarme qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment en fonction de la survenue des événements. Ici, l'atelier il tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par rapport au volume de déchets que vous recevez, ça fonctionne comment? Il y a des années où ça tourne beaucoup plus. En ce moment, on est sur des années correcte en termes de production, donc on n'a pas nécessité de faire tourner le procédé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour autant, en termes d'organisation, on est, depuis le démarrage du centre, sur une organisation, on va dire, en journée, sur des plages horaires maximum 7h, 19h, mais actuellement, on est plutôt sur une plage horaire 8h, 16h30. De fonctionnement d'installation, mais pas tous les jours en fonction des flux d'entrée finalement des colis de déchets. L'objectif, c'est de prendre en charge l'ensemble des colis de déchets de nos clients qui sont les producteurs. Donc nos principaux producteurs sont EDF, le CEA, Orano, et puis de faire en sorte que leurs colis de déchets soient traités et stockés. On voit parfois passer un opérateur dans la zone
d'activité ici. Quel est le rôle des humains ici? Parce que c'est très automatisé, mais il y a quand même de temps en temps un opérateur. Qu'est-ce qu'il fait sur place? Donc effectivement, il y a pas mal de choses qui sont automatisées, mais il y a également énormément de contrôles qui sont réalisés par les personnes pour s'assurer qu'au niveau des contraintes imposées pour constituer le colis de déchets radioactifs, tout est respecté, notamment en termes radiologiques. Vis-à-vis de l'irradiation, vis-à-vis de la contamination surfacique, s'assurer qu'on respecte le cadre réglementaire de nos installations par rapport à tout ça, par rapport à l'aspect radiologique, mais aussi à l'aspect sûreté, faire en sorte que au niveau de dimension, on a bien les bonnes dimensions des colis, de sorte à pouvoir les manutentionner par la suite. Pour sécuriser la manutention. Tout ça, c'est des exemples, mais il y a plein de choses qui sont réalisées, des petites opérations manuelles pour s'assurer que tout est conforme, in fine, au stockage. Là, on voit un fût qui est en train d'être compacté. Comment vous faites pour que les éventuels matières radioéléments qui contiennent ne sortent pas du fût lors du compactage? On sait que quand on compacte une housse de couette, par exemple, il y a de l'air qui sort. Comment ça se passe ici pour eux? Donc là, en fait, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, dans l'enceinte presse. Donc c'est un espace confiné avec un système de confinement dynamique qui est mis en œuvre, une ventilation nucléaire qui fait qu'il y a une étanchéité assurée. Et au moment du compactage, effectivement, il y a éventuellement de l'air qui est expulsé, des radioéléments qui sont expulsés, mais pour autant, on se trouve dans une enceinte étanche, confinée, avec une ventilation nucléaire qui permet de contrôler les flux d'air et de faire en sorte que les radioéléments soient captés par des filtres de très haute efficacité et ne soient pas relargués à l'environnement. On vient de voir la chronologie complète de l'arrivée d'un déchet radioactif dans ce centre de l'Aube jusqu'à son stockage définitif. Et à l'arrivée, on s'est équipé d'un petit dosimètre par sécurité. Je regarde le mien, je vois 0,000 milli ou microsievert. Microsievert. Ok, et donc ça veut dire qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas eu de... Vous n'êtes pas pris de dose radioactive, vous n'avez pas intégré de la dose pendant votre visite. Merci beaucoup, Elvina Blo, de nous avoir fait découvrir ce site de stockage de déchets nucléaires de faible et de moyenne activité dans l'Aube. Merci, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à bombarder les commentaires et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution Énergétique. Bye bye.